Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un PDG noir se voit refuser un service dans sa propre bijouterie. Mais ils l'ont amèrement regretté. Dans le quartier chic de Manhattan, là où les gratte-ciel tutoient les nuages et où chaque coin de rue respire la réussite, se trouvait un écrin de verre, d'acier et de silence précieux, la bijouterie la plus exclusive de la ville, Caldwell et compagnie. Nichée entre des galeries d'art confidentielles, des boutiques de haute couture et des hôtels 5 étoiles fréquentés par l'élite internationale, la façade discrète de la maison Caldwell contrastait avec l'opulence tapageuse de ses voisines. Là où d'autres affichaient leur luxe, Caldwell et compagnie imposaient le respect par sa sobriété raffinée. Fondée en 1812 par un orfèvre visionnaire d'origine modeste, la maison avait traversé les âges et les crises sans jamais perdre de son éclat. Elle avait orné les cous des duchesses anglaises, les poignets des femmes d'affaires de Tokyo, et même les couronnes protocolaires de quelques familles royales. Son nom était synonyme de tradition, de rareté, de perfection. Sa devise « L'héritage est éternel » n'était pas un simple slogan, mais une philosophie. À la tête de cette institution trônait un homme que peu auraient imaginé à ce poste, dans un monde encore gouverné par les dynasties blanches de l'ancien luxe, David Caldwell. Noir, dans la quarantaine, au regard vif et à la prestance magnétique, David avait hérité de la maison non par hasard, mais par mérite et par ligne directe. Son arrière-grand-père, fils d'esclave affranchi devenu bijoutier autodidacte dans le Harlem du début du XXe siècle, avait épousé une descendante lointaine du fondateur blanc de la maison Caldwell. Cette union, à l'époque aussi audacieuse que scandaleuse, avait ouvert une brèche dans le mur du privilège. David, des décennies plus tard, emportait fièrement le flambeau. Formé à Harvard, puis dans les ateliers de gémologie en Suisse et à Jépur, il n'était pas seulement un gestionnaire talentueux, il était un créateur, un visionnaire, un bâtisseur. Sous sa direction, Caldwell et compagnie étaient passés d'une maison d'élite confidentielle à une marque mondiale de joaillerie de luxe, avec des boutiques dans les capitales les plus prestigieuses. Paris, Londres, Dubaï, Tokyo, Lagos, Sao Paulo. Mais jamais David n'avait sacrifié l'âme de l'entreprise au nom de la croissance. Pour lui, chaque bijou racontait une histoire. Chaque pierre, une mémoire. Ce matin-là, pourtant, alors que le ciel était d'un bleu new-yorkais presque irréel et que le soleil caressait les façades vitrées de la 5e avenue, David Caldwell allait vivre une expérience qu'il n'aurait jamais imaginée dans les murs de sa propre maison. Il entra dans la boutique sans escorte, sans cravate, mais dans un costume de laine bleu nuit, sobre et coupé sur mesure. Une montre discrète, une pochette en soie couleur ivoire. Tout en lui respirait l'élégance calme d'un homme qui n'a plus rien à prouver. La boutique était encore silencieuse, bercée par une musique classique douce. Le marbre blanc des comptoirs, les vitrines en verre anti-reflet, les murs garnis de soie grise, tout évoquait la grâce et l'exigence. L'odeur du cuir neuf, des fleurs fraîches et du bois précieux flottait dans l'air, presque solennel. David s'avança, les yeux rivés vers l'arrière-boutique, où il savait que les prototypes de The Legacy l'attendaient. Cette nouvelle collection, fruit de 2 années de recherche et de collaboration avec des artisans africains, caribéens et afro-américains, rendait hommage à l'histoire des familles noires, à leur beauté, à leur résilience, à leur amour. C'était plus qu'une collection. C'était un manifeste. Mais à peine eut-il franchi la porte que la jeune vendeuse de garde, Emily Parker, s'approcha de lui. Blonde, tirée à 4 épingles, élégante mais nerveuse, elle afficha un sourire poli, trop poli pour être sincère. « Bonjour, monsieur, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais avec ce petit froncement de sourcils qu'il connaissait trop bien. David s'arrêta, posa calmement son regard sur elle. Il la reconnaissait vaguement, une recrue récente, brillante sur le papier, diplômée d'une école de commerce. Mais visiblement, elle ne le reconnaissait pas. « Bonjour, répondit-il avec chaleur. Je suis ici pour voir les prototypes de la collection The Legacy. Ils doivent être prêts dans l'atelier. Je voudrais les examiner avant la présentation à la presse de demain. » Émilie hésita, son regard glissa de son visage à ses chaussures impeccables, puis revint sur ses mains, vides de sac ou de badge. « Je suis désolée, monsieur, dit-elle lentement. Mais seules les personnes ayant un rendez-vous confirmé peuvent accéder à ces pièces. C'est une zone restreinte. » David, surpris mais loin d'être décontenancé, sortit lentement de la poche intérieure de son costume un élégant porte-carte en cuir noir. Il en sortit une carte épaisse,
sobrement estampillée du logo doré de Caldwell et compagnie sur un fond mat noir. Il la posa doucement sur le comptoir, ses doigts parfaitement manucurés effleurant la surface lisse. J. Swiss David Caldwell, PDG de Caldwell ICO. Je souhaite voir ces pièces moi-même, dit-il d'une voix posée, empreinte d'autorité naturelle, mais sans aucune trace d'agressivité. Émilie jeta un rapide coup d'œil à la carte, son expression changea subitement. Sa mâchoire se contracta légèrement, comme si elle cherchait à masquer un malaise croissant. Puis, au lieu de lui rendre la carte ou de le laisser passer, elle détourna le regard, fixant désormais un point invisible au-delà de son épaule. « Je suis désolée, monsieur, mais je ne peux pas vous laisser passer sans l'autorisation de mon superviseur, répondit-elle d'une voix qu'elle tenta de rendre ferme, mais qui trahissait une nervosité palpable. À cet instant, la porte arrière de la boutique s'ouvrit brusquement, et un homme en uniforme apparut. Un agent de sécurité, grand, aux épaules larges, visage fermé. Il s'avança d'un pas lourd vers David, sans même un regard amical. C'était Mark Reynolds, un homme blanc dans la trentaine, au visage dur et aux yeux perçants, habitué à imposer l'ordre sans discussion. « Monsieur, je vais devoir vous demander de patienter à l'extérieur. » « Nous avons des procédures strictes en matière d'accès aux zones sensibles, déclara Mark d'une voix glaciale, posant son regard sur David avec une froideur évidente, presque dédaigneuse. David sentit immédiatement que ce n'était pas une question de procédure. Son expérience et son instinct lui murmuraient qu'on ne lui refusait pas l'accès à cause d'une quelconque règle, mais à cause d'un jugement, invisible mais implacable. Un jugement qui venait de la couleur de sa peau, pas de son titre. Il prit une profonde inspiration, réprimant l'ire qui montait doucement en lui, et répondit d'un calme implacable. « Je souhaite parler au manager immédiatement. » Quelques minutes plus tard, la porte vitrée s'ouvrit de nouveau, laissant entrer une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux châtain clair tirés en un chignon strict. C'était Susan Blake, la directrice de la boutique, dont la réputation était d'être rigoureuse, mais toujours juste. Pourtant, dès qu'elle posa les yeux sur David, on lisait dans son expression un mélange évident d'embarras et d'appréhension. « David, je crois qu'il y a un malentendu. Nous avons des règles à respecter, vous comprenez, bafouilla-t-elle, évitant soigneusement son regard. David la fixa intensément, un calme glacial dans les yeux. « Suzanne, dit-il lentement, en articulant chaque mot pour qu'il résonne dans toute la pièce, je suis le propriétaire de cette maison. Vous me refusez l'accès à ma propre boutique, ici, dans ma propre entreprise. Expliquez-moi ce qui motive cela. » Le silence s'installa, pesant comme une chape de plomb. Suzanne détourna le regard, incapable de répondre, prise au piège entre les règles qu'on lui avait imposées et la vérité trop dérangeante à admettre. David, sentant la tension, ne se laissa pas déstabiliser. Il avança d'un pas, baissa légèrement la voix, lui offrant pourtant une charge d'émotion qu'elle ne pouvait ignorer. « Je ne suis pas ici pour contester des règles ou pour faire un scandale. Je veux juste voir les pièces. C'est mon devoir, c'est ma responsabilité. Je veux que tout soit parfait pour le lancement demain. C'est une question de professionnalisme, de respect envers mon travail et envers notre histoire. » Émilie, qui avait gardé ses mains crispées derrière le comptoir, croisa le regard de Suzanne. Son visage exprimait un conflit interne évident, comme si elle réalisait soudain l'injustice qu'elle perpétuait. David serra les poings un instant, puis reprit, sa voix se durcissant juste ce qu'il faut pour que chaque mot pèse comme une accusation. « Mais je sais très bien que ce ne sont pas les règles qui m'empêchent d'entrer ici aujourd'hui. Il ne s'agit pas de professionnalisme, ni même de protocole. Il s'agit de juger quelqu'un à cause de la couleur de sa peau. C'est une discrimination pure et simple. Et c'est inacceptable. » Le silence qui suivit fut lourd, oppressant. Chaque seconde semblait peser une éternité dans la boutique d'où s'étaient envolés les sourires polis et les gestes gracieux. L'élégance habituelle de Caldwell et compagnie paraissait soudain bien fragile, mise à nu par cette confrontation silencieuse. Suzanne baissa les yeux, incapable de soutenir plus longtemps ce poids, tandis qu'Émilie détourna encore une fois le regard, mordant sa lèvre inférieure, consciente qu'elles avaient toutes deux trahi les valeurs que cette maison prétendait défendre. David quitta la boutique avec un pas lourd, le visage grave mais la mâchoire serrée par la détermination. Son regard ne trahissait ni colère aveugle ni désespoir, mais une résolution profonde. Cet incident ne devait pas rester dans l'ombre, il devait être exposé au grand jour, pour que jamais plus personne ne vive cette humiliation. À peine sorti sur le trottoir baigné par la lumière hivernale de Manhattan, il sortit son téléphone de sa poche et enclencha la caméra frontale. D'une voix calme, posée,
Il commença à raconter ce qui venait de se passer, sans dramatiser, mais avec une honnêteté poignante. Aujourd'hui, dans ma propre bijouterie, là où je suis PDG, j'ai été refusé d'accès, retenu, et remis en question non pas en tant que professionnel, mais en tant qu'homme noir. Ce que j'ai vécu n'est pas une anomalie, c'est le reflet d'un racisme latent, sourd, même dans les sphères les plus élitistes et prestigieuses. Il parla aussi de sa volonté que Caldwell et compagnie ne soient pas seulement un symbole de luxe, mais un exemple d'inclusion et de respect. Sa vidéo était un appel à la conscience collective, un témoignage d'une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. La vidéo fut partagée des milliers, puis des millions de fois. En quelques heures, elle devint virale, portée par les réseaux sociaux, relayée par des influenceurs, reprise par la presse locale puis nationale. Les militants pour l'égalité et la justice sociale y virent une preuve supplémentaire que le racisme systémique, même dans les hautes sphères, devait être combattu. La pression publique fut immédiate. Le conseil d'administration de Caldwell et compagnie, inquiet de l'image de la maison, prit des mesures fortes. Susan Blake, la directrice, fut suspendue en attendant une enquête approfondie. Emily Parker fut envoyée en formation obligatoire sur la diversité, la sensibilité culturelle et les biais inconscients, avec un suivi personnalisé. Quant à Mark Reynolds, l'agent de sécurité, il reçut un rappel à l'ordre ferme, assorti d'une obligation de participer à des ateliers de sensibilisation. David, convaincu que le changement ne pouvait être superficiel, lança au sein de Caldwell et compagnie une série de formations obligatoires pour tout le personnel, insistant sur la lutte contre les préjugés inconscients et la promotion d'un environnement de travail inclusif. Mais il ne s'arrêta pas là. Quelques semaines plus tard, il annonça la campagne mondiale Luxury Without Prejudice, un projet ambitieux visant à promouvoir un luxe véritablement inclusif qui valorise la diversité, l'histoire et l'égalité. La campagne s'articulait autour d'expositions, de conférences et d'initiatives collaboratives avec des artisans issus de toutes origines. Quelques mois passèrent, et la transformation silencieuse de Caldwell et compagnie était tangible. David invita alors publiquement Emily, Suzanne et Mark à une rencontre dans le salon privé de la maison, non pas pour les condamner, mais pour dialoguer, comprendre et bâtir un avenir meilleur ensemble. Ce n'est pas seulement une question d'entreprise, leur dit-il en regardant chacun dans les yeux, c'est une question d'humanité. Nous avons tous une responsabilité. Emily, visiblement émue, prit la parole avec sincérité. Cette expérience a été un choc. Mais elle m'a aussi ouvert les yeux. Je comprends maintenant que le respect n'est pas un privilège, mais un droit fondamental. Susana Kiesca, les mans tremblantes. J'ai beaucoup réfléchi à mes actions. J'ai réalisé que parfois, suivre les règles aveuglément peut devenir une forme d'injustice. Je suis prête à changer. Mark, d'habitude si fermé, montra un signe d'ouverture. Je ne m'étais jamais interrogé sur mes réactions. Cette rencontre m'a permis de voir mes erreurs, et j'ai envie de faire mieux. David sourit, sentant que cette journée marquait un tournant. Il regardait désormais au-delà de Caldwell et compagnie, avec l'espoir que cette histoire inspire toutes les entreprises, tous les secteurs, pour que le racisme systémique cesse d'insinuer sa haine dans les espaces où il n'a aucune place. Chaque pièce de la collection The Legacy portait désormais un message gravé, invisible aux yeux mais puissant dans son essence. Respect, dignité, égalité. Et c'est ainsi que David Caldwell transforma une humiliation en un puissant moteur de changement, prouvant que le véritable luxe réside aussi dans l'humanité que l'on porte et transmet.